RCF. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Polychrome. Je suis Chloé Thériault, volontaire en service civique au sein de l'Association des Jeunes Européens Strasbourg et je suis ravie de vous retrouver pour cette émission consacrée à l'Europe. Est-ce que vous avez jeté un petit coup d'œil au dernier rapport du GIEC ? Il nous projette dans les années à venir, évoque les évolutions futures et parfois un peu inquiétantes. Alors on a décidé pour cette émission de s'intéresser au Rhin de demain, de s'intéresser aux évolutions futures de cet écosystème riche, vital pour notre économie et si proche de chez nous. Comment le dérèglement climatique va-t-il impacter le Rhin ? Comment le fleuve européen va-t-il évoluer ? Et comment s'adapter ? Pour tenter de répondre à ces questions, nous irons à distance à la rencontre de Jean-Nicolas Bézel, enseignant-chercheur en hydroécologie à l'École nationale du génie de l'eau et de l'environnement à Strasbourg. Puis nous irons à la rencontre de Vasquen Andréassian, directeur de l'unité de recherche à l'INRAE et professeur à la Sorbonne. Ils ont tous deux participé à la rencontre Cycle Eau et Climat en décembre 2021, organisée par l'Agence d'urbanisme de Strasbourg Rhin Supérieur. Et pour commencer, nous serons en studio avec Andrea Kamen, ancienne présidente des Jeunes Européens Strasbourg. Elle nous parlera de l'événement Le Rhin, laboratoire européen, qu'elle organise avec les Jeunes Européens Strasbourg. Elle abordera aussi avec nous la question du port au pétrole de Strasbourg et de son impact environnemental. Polychrome, Chloé Thériault, RCF Alsace. Bonjour Andrea. Bonjour Chloé, bonjour à tous. Alors vous organisez avec les Jeunes Européens de Strasbourg les 28, 29 et 30 avril l'événement Le Rhin, laboratoire européen. Pouvez-vous nous le présenter en quelques mots ? Merci déjà pour l'invitation et puis pour l'initiative d'organiser cette émission dédiée à de problématiques diverses telles que tu les as présentées en introduction. Très rapidement par rapport au Rhin, laboratoire européen, donc comme tu as dit, ce sera le dernier week-end d'avril. J'ai énormément plaisir de pouvoir l'organiser pour les Jeunes Européens, quand bien même je n'ai plus cette fonction de présidente. Et je pense que c'est important pour nous en tant que Jeunes Européens de parler du fleuve qui nous réunit. On l'a déjà fait à plusieurs reprises, mais cette fois-ci on a vraiment voulu se concentrer sur le fleuve en tant que lieu et comme réserve naturelle et comme donc territoire à protéger, parce qu'on entend souvent parler du Rhin comme la banane bleue, le fleuve majestueux de l'Europe, qui est un lieu de navigation, un milieu donc très très important économiquement, mais on entend de moins en moins, en tout cas à nos échelles, à nous tels qu'on les connaît, du Rhin en tant que milieu à protéger. Et surtout, nous, on a envie de contribuer à apporter des connaissances sur le milieu en tant que fleuve, donc un milieu aquatique, donc avec des eaux souterraines, mais aussi des eaux de surface et des forêts attenantes, donc des forêts alluviales, avec une faune et une flore spécifiques et une géomorphologie et une géohistoire très intéressante et importante pour nous. Et donc toutes ces connaissances-là qui sont très techniques ne sont pas forcément véhiculées auprès des habitants du Rhin supérieur. Et une des problématiques qu'on connaît depuis en fait la canalisation du Rhin, c'est que les habitants ont été de facto coupés. Et il n'y a plus réellement de lien entre l'habitant et ses activités et le fleuve. Il n'y a plus vraiment de pêche, qu'elle soit professionnelle ou amateur. Il n'y a plus de baignade et il n'y a plus du tout de lien en fait entre le fleuve et l'habitant, comme je disais. Et par cette rupture et cette canalisation, il n'y a plus aussi de sensibilisation au Rhin. Et donc bien entendu, la canalisation a permis d'énormes choses. Elle a permis une meilleure navigation, elle a permis donc tout ce bond économique post-Deuxième Guerre mondiale, mais elle a aussi causé, et donc ces activités ont aussi causé des drames. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en 86, avec l'incendie de l'usine Sandoz, il y a eu donc énormément de poissons qui sont morts. Et là, en fait, ça a vraiment parlé au monde. Ça faisait des années en fait que les scientifiques sonnaient l'alarme et disaient, bah voilà, le milieu est endommagé. Avec la construction de nombreuses centrales, le poisson ne passait plus et il y avait en fait beaucoup de mauvaises choses qui se passaient dans le fleuve de par l'activité anthropologique, mais cet incendie de l'usine Sandoz a en fait éveillé les consciences et depuis il y a beaucoup de programmes internationaux qui sont mis en œuvre et une coopération internationale très renforcée qui existe. Et nous, en fait, on a envie de contribuer à faire connaître tout ça en organisant des ateliers, des conférences, mais aussi des visites de terrain, puisqu'il y a des chantiers de restauration qui ont lieu. Et il est important pour nous de faire connaître tout ça à tous les jeunes de 16 à 35 ans habitant dans le Rhin supérieur. D'ailleurs, les inscriptions sont toujours en cours. N'hésitez pas si vous êtes intéressés.
Et d'ailleurs, le samedi matin sont organisés des ateliers rotatifs et vous aborderez notamment la question de la protection du Rhin, de ses défis face au réchauffement climatique. Pourquoi aborder ces sujets ? Et je ne vais pas revenir sur tout ce que je vous ai dit un peu plus tôt, mais il est vrai que il est important pour nous de faire connaître les acteurs qui se mobilisent tous les jours et qui sont souvent en fait des acteurs silencieux qu'on ne connaît pas. Et c'est important pour nous de faire connaître tout ça à tous les jeunes rhénans âgés de 16 à 35 ans qui habitent soit en Suisse, soit en Allemagne, soit en France, pour qu'ils sachent qu'il existe aussi ce type de métier et qu'il y a des gens qui se mobilisent. On ne fait pas rien. Il y a différents acteurs. Il y a des autorités administratives décentralisées, des autorités, des agences type l'agence de l'eau, le syndicat des eaux. Il y a aussi des institutions internationales telles que la Commission internationale pour la protection du Rhin. Il y a aussi la Commission centrale pour la navigation du Rhin qui intègre de plus en plus de problématiques environnementales dans ses champs d'action. Notamment, vu qu'on parle de navigation, c'est qu'est-ce qu'on utilise comme carburant pour que les navires naviguent de manière responsable. Il y a aussi le port autonome. Voilà, il y a des associations, bien entendu, qui sensibilisent et qui ont aussi des activités plus ou moins éloignées des problématiques rhénanes, mais il est important pour nous de mettre en avant ces types d'organismes, mais aussi des initiatives, qu'il s'agisse d'initiatives propres et volontaristes d'associations qui organisent des Rhine Cleanup avec des collectifs d'entreprises, de riverains pour nettoyer les berges du Rhin, ou que ce soit la région qui monitore des projets Interreg. C'est important pour nous de les mettre en avant et de leur permettre aussi de disséminer leurs activités. Il y aura notamment Madame Yelden de l'Adréal qui va prendre la parole pour un atelier qui va parler aussi du travail de la Commission internationale pour la protection du Rhin, mais aussi de l'Adréal et de ses équivalents suisses et allemands et de comment en fait on se met en commun, on met en commun les connaissances et on travaille de concert parce qu'on le partage, le Rhin. J'ai appris que vous avez effectué votre mémoire de fin de master sur le port au pétrole de Strasbourg. Quelle était la problématique et pourquoi avoir choisi ce sujet ? Alors, je me suis retrouvée en master en santé, environnement, politique. Donc, c'était un master co-dirigé par la faculté de médecine et Sciences Po Strasbourg, que je vous recommande d'ailleurs. Il est super. Et en fait, moi, je suis juriste de formation et je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire comme mémoire ? Je ne parle pas sociologie, j'ai jamais fait de sciences politiques et il fallait quand même que je fasse un mémoire qui prenait de la hauteur. Et donc, je suis partie de ce que j'avais, à savoir une spécialisation en droit social et en droit de l'environnement, et j'ai décidé de m'intéresser aux risques de manière générale, que ce soit les risques sociaux gérés en entreprise, mais aussi les risques environnementaux. Et il se trouve qu'il y a des entreprises qui gèrent les deux, à savoir les entreprises classées Seveso, et donc qui font partie de la nomenclature ICPE, donc installations classées pour la protection de l'environnement, qui doivent en fait se conformer à certaines réglementations, à certaines limites de substances, etc., etc. Je vais pas entrer dans les détails sur les ICPE, mais en tout cas, c'est aussi en charge, sous la charge de l'Adréal et des inspecteurs. Enfin bref, donc je me retrouve à vouloir m'intéresser aux risques et quand je fais des recherches pour trouver donc des entreprises Seveso, je me rends compte qu'au niveau de l'adresse, elles sont toutes au même endroit. Donc je trouve ça étrange et là en fait j'apprends que les 7 entreprises classées Seveso seuil haut de Strasbourg sont au port au pétrole. Donc c'est tout au même endroit, je me dis tiens c'est intéressant et pourquoi ça s'appelle comme ça, etc. Donc bref, j'ai commencé à faire mes recherches et donc j'ai découvert que juste à côté de chez moi et chez toi et chez nous, il y a 7 entreprises classées Seveso seuil haut au même endroit et qu'en fait ce ne sont pas toutes des entreprises qui s'occupent du pétrole. Donc aujourd'hui c'est plus que du stockage d'ailleurs et de l'acheminement, mais il y a aussi Tredi qui s'occupe de déchets dangereux, Proder qui s'occupe d'oxygène et je me dis quand même c'est marrant parce que si un jour il y a un incendie avec une entreprise qui s'occupe d'oxygène, on risque d'avoir énormément un suraccident incroyable et surtout aussi avec des déchets dangereux on peut avoir des explosions beaucoup plus grandes avec des substances assez dangereuses et problématiques. Et surtout, c'était à quelques mois après l'incendie de l'usine Lubrizol. Et donc, je réfléchis et je me dis, tiens, ça peut être intéressant. Pourquoi pas intégrer une de ces entreprises pour voir comment elles travaillent et comment elles gèrent le risque. Je n'ai pas pu, puisque en plus du contexte Covid dans lequel on était, on m'a opposé le fait qu'il y avait une certaine confidentialité à respecter et qu'ils ne prenaient pas des stagiaires, entre guillemets, comme ça. Donc, je me suis dit, qu'à cela ne tienne, je vais aller autour du site. Donc, je suis allée autour du sujet et j'ai exploré le port au pétrole dans différentes dimensions juridiques pour savoir un peu quel était le cadre réglementaire auquel devaient se conformer ces entreprises-là, mais aussi une dimension beaucoup plus sociale, historique
et géographique. Et voilà comment je me suis intéressée à ça. Et en fait, je suis partie d'une interrogation de base. Comme j'ai dit, pourquoi est-ce que tout le monde est là et pourquoi ces entreprises-là problématiques sont placées dans cet endroit-là? On est fous ou quoi? Voilà. Bah justement, en fait, quels sont les impacts en fait du port au pétrole, comme vous avez travaillé sur ce sujet, sur la biodiversité rhénane? Alors, je n'ai pas... Dans mon mémoire, je ne me suis pas intéressée aux impacts vraiment environnementaux. J'ai surtout réfléchi et j'ai essayé de trouver des réponses à mes questions très naïves du départ, à savoir pourquoi c'est là et pourquoi c'est encore là. Et j'ai un peu en filigrane, bien entendu, je me suis un peu intéressée aux risques que ça pouvait représenter. Déjà, avant toute chose, je tiens à dire que un danger et un risque en fait majeur ne devient un danger que lorsqu'il se produit. Donc, au début et pour l'instant, on en est dans un cadre de risque majeur, risque technologique, géré par la DREAL, soumis à un PPRT, plan de prévention pour les risques technologiques, qui est en fait un outil urbanistique qui est apparu post-incendie explosion surtout de l'usine AZF. Et donc, il y a beaucoup de monde qui intervient autour de ces sites pour essayer justement de faire en sorte que le risque ne se manifeste pas et qu'il n'y ait pas de danger. Mais il y a, je pense, plusieurs scénarios d'aléas qui sont construits et on sait exactement qu'est-ce qui peut se passer au cas où il y a un incendie, il y a des explosions possibles, etc. Il y a des contaminations qui sont faisables. Mais je pense qu'au cours de l'histoire, on peut dire que le port au pétrole en lui-même, il a pu et il peut causer des nuisances et représenter certains dangers. Dans l'histoire, on sait que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a été explosé, le port au pétrole a fait l'objet d'une explosion des Américains. Donc il y a beaucoup d'hydrocarbures qui se sont écoulés dans le Rhin, voilà. Aussi, il y a eu une raffinerie à Rashted jusqu'à pas très longtemps, avec un pipe du sud, donc au niveau de Fos-sur-Mer, de la Méditerranée jusqu'au nord. Et il y a toujours, c'est très minime aujourd'hui, on se débrouille mieux, mais des fuites. Quand on regarde les archives du journal des riverains, la Roberto, il se plaignait du fait que on pouvait constater qu'il y avait des fuites. Les maraîchers, ils remarquaient que leurs légumes avaient un petit goût de pétrole. Donc ça, c'était un peu compliqué. Et puis des nuisances olfactives, des fumées, voilà, grosso modo. Et puis bien entendu, autre nuisance, le bruit, parce qu'il y a des camions qui viennent. Et aussi, il y a de l'acheminement, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a le pipe, mais il y a aussi les camions. Et puis c'est une alimentation en fait de tout le nord-est de la France au port au pétrole. Donc les hydrocarbures sont acheminés un peu partout. Et aussi, elles sont il y en a qui arrivent par citerne, par voie fluviale. Donc, voilà, il y a des risques, il y a des nuisances, il y a certains dangers pour la biodiversité. Et aussi, ce qu'il est important de faire relever, c'est que s'il se passe un truc un jour, pour l'instant, ça ne s'est pas passé, ça fait depuis 1927 que le port au pétrole existe ici, ça ne posera pas problème qu'à la France, bien entendu. Ça posera problème à l'Allemagne, mais aussi aux Pays-Bas et en fait, partout où passe le Rhin. Et voilà. Merci Andrea et à bientôt. Retrouvons maintenant Jean-Nicolas Bézel. Vous êtes donc enseignant-chercheur en hydroécologie à Strasbourg et vous avez dit lors de la rencontre que le Rhin est sûrement le fleuve le plus domestiqué du monde. Qu'est-ce que vous entendez par là? Et qu'est-ce qui fait finalement la richesse du Rhin? Alors, effectivement, le Rhin, c'est un des fleuves les plus modifiés au monde. D'abord parce qu'on est en Europe et c'est une artère importante pour différentes raisons. Et au XVIIe, XVIIIe et jusqu'au début du XIXe siècle, le Rhin a connu des crues incroyablement dévastatrices pour les populations qui vivaient autour. Et donc, l'idée a mûri d'essayer de maîtriser ces crues en corsetant le fleuve entre des digues pour éviter que il ne s'étale trop dans sa vallée d'inondation, dans la plaine alluviale, et que on n'ait plus de villages dévastés, de champs inondés en période de récolte et ce genre de choses. Voilà. Alors, c'est des travaux qui ont duré 30 ans, c'est les travaux de Tula, qui sont extrêmement célèbres. Et c'est peut-être la première fois dans le monde que l'on mettait autant d'énergie, de moyens, pour essayer de dominer le côté sauvage d'un fleuve en le réduisant à un chenal unique. Donc ça s'est terminé dans les années 1872, je crois,
ces travaux de Tula. Malheureusement, ça ne rendait pas le fleuve navigable. Pourquoi? Parce qu'une grande partie de l'année, le niveau d'eau était trop bas, il y avait des problèmes d'ensablement, enfin, pour tout un tas de raisons, il n'était pas navigable, en tout cas sur tout son cours, et en particulier vers l'amont, c'est-à-dire quand on va vers la Suisse. Et donc, il a été décidé, à peu près au début du XXe siècle, de construire un canal parallèle au chenal principal domestiqué des travaux de Tula, et c'est le Grand Canal d'Alsace qui fait un peu plus de 50 kilomètres de long. Il récupère l'essentiel des débits du fleuve, et dans le chenal historique, celui de Tula, eh bien, il reste la plupart du temps, enfin l'essentiel de l'année, il reste à peu près 10% des débits du fleuve, une sorte de débit réservé justement pour le maintien de la biodiversité. Et donc on est sur un système qui est très très artificiel, parce que un milieu aquatique, c'est normalement un système qui a un côté assez sauvage, assez imprévisible, et puis dont les variations hydrologiques sont comme des respirations. La plaine inondable est composée en fait d'espèces qui ont besoin d'eau régulièrement, des plantes hygrophiles, et quand vous les privez de cette eau, elles vont tout simplement dépérir et être remplacées par des espèces qui sont d'affinité plus terrestre. Donc voilà, ce fleuve est très domestiqué et ça a des conséquences immédiates sur la biodiversité originelle qu'il avait. Bah justement, en fait, je voulais en venir à là. C'est qu'en fait, là, vous avez parlé des travaux des hommes, en fait, pour réduire le Rhin. On parle aussi maintenant, il y a eu le rapport du GIEC qui est sorti il y a quelques jours. On parle maintenant de sécheresse vraiment intense qui va s'accroître. Qu'est-ce qui va se passer, en fait? Quels sont l'impact, en fait, du dérèglement climatique sur le Rhin et donc sur ses côtes, sur sa biodiversité? Vous me posez une question qui est extrêmement délicate et difficile parce que on est dans des modèles de prévision selon différents scénarios. Quel scénario adopter pour vous répondre? Le scénario moyen, le pire des cas. Et du point de vue hydrologique, en fait, ce à quoi on s'attend, c'est des extrémums plus fréquents. Donc des crues qui pourraient être plus violentes, et puis surtout des périodes d'assec qui pourraient être un petit peu décalées dans le temps par rapport à ce qu'on a pu connaître, et puis qui pourraient être plus longues, tout simplement. Alors, le fleuve fonctionne avec sa nappe, et la variation de hauteur du toit de nappe, c'est quelque chose qui est quand même assez difficile à prévoir, ça, et ça va être absolument déterminant vis-à-vis du maintien de la diversité végétale, animale, et bien sur la plaine du Rhin. Et ce à quoi on s'attend, évidemment, c'est un abaissement de ce toit de nappe. Et par contre, vous dire que ça va arriver avec telle échéance et que ça aura d'abord telle conséquence, c'est un exercice qui n'est plus du tout scientifique de mon point de vue. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, la végétation de la vallée de la plaine du Rhin, c'est une végétation hygrophile. Quand vous voyez en fait ce qu'on appelle la forêt alluviale, c'est composé essentiellement d'essences qui aiment l'eau, des saules, des peupliers, et qui vont chercher l'eau potentiellement dans la nappe. Si vous abaissez le toit de nappe, eh bien il y a un seuil à partir duquel évidemment ces arbres vont se mettre à dépérir parce que une partie de l'année au moins, ils vont être privés de ressources hydriques. Maintenant, vous donnez le scénario de comment ça va se passer, où et avec quelle échéance. C'est quelque chose d'un peu fantasque, quoi. Et du coup, en fait, vous vous intéressez, vous travaillez beaucoup plus sur du coup la région rhénane, mais en Alsace, c'est ça? Mais du coup, Oui. en fait, par exemple, au Luxembourg, en Suisse ou en Italie, ça peut être un peu différent aussi, même par rapport au dérèglement climatique, où au final, enfin, de toute façon, vous l'avez dit, on peut pas prévoir, mais est-ce que vous savez un peu comment ça se passe peut-être dans d'autres régions rhénanes? Ah, c'est une bonne question aussi. Je pense que on n'aura pas forcément les mêmes effets en même temps selon les bassins versants. Ça dépend beaucoup du régime des rivières et là, c'est plutôt du domaine de l'hydrologie. Ces changements globaux nous laissent penser qu'il va se passer partout la même chose. Et en fait, on a quand même des influences microclimatiques qui rendent les modèles un peu plus complexes que simplement 1 + 1 degré en moyenne partout ou telle variation dans les régimes de précipitation, avec partout le même calcul, partout la même translation, si vous voulez, le même écart calculé. On a quelque chose qui est un peu plus complexe et c'est vraiment au cas, par bassin versant, je pense qu'il faut se pencher sur ces modèles prédictifs. Juste d'un mot, la quantité d'eau, c'est quelque chose d'important. La qualité d'eau, c'est également quelque chose de très important. Au-delà des aspects quantitatifs, de valeur de débit,
de périodes avec des débits bas et des débits élevés. La notion de qualité d'eau est importante. Si vous avez un lessivage de sol qui engendre des flux de polluants et qui se retrouvent dans des veines d'eau qui ont des débits moins importants, forcément ces débits vont être plus concentrés en polluants. De la même manière, si vous avez une insolation sur une masse d'eau qui est plus petite, elle va monter plus vite en température. Et ces effets-là sur la qualité physico-chimique de l'eau, c'est également quelque chose qui me paraît extrêmement important vis-à-vis de la faune aquatique en particulier et de son maintien dans les années à venir. Culture, science, spiritualité. Vous écoutez Polychrome, le magazine de la découverte sur RCF Alsace. Merci Jean-Nicolas Bézel d'avoir répondu à nos questions. Je me tourne maintenant vers vous, Monsieur Vasquen Andréassian, enseignant-chercheur également. Vous avez dit lors de la même rencontre que le premier effet du dérèglement climatique sur le Rhin sera son changement de régime. Qu'est-ce que cela changera concrètement et comment s'adapter ? Alors, le premier effet est celui qui est le plus certain, c'est un changement de régime. Le Rhin, actuellement, a un régime qui est essentiellement nival. Donc, il a une alimentation qui est en grande partie une alimentation de fonte des neiges. Donc, le Rhin supérieur, donc qui descend des Alpes, est alimenté par des zones qui sont très élevées, en Suisse, en Autriche. Et donc, les précipitations, en hiver, elles sont essentiellement sous forme solide, sous forme de neige. Et donc, en fait, tout ça, c'est stocké. Ça ne se retrouve pas dans les cours d'eau. Et tout ce stock, en fait, il est remis à la disposition du cycle hydrologique à partir du printemps, à partir du moment où la fonte des neiges commence. Voilà. Donc, on avait une saisonnalité assez importante du Rhin. Alors bien sûr, plus on s'éloigne de la Suisse, plus le Rhin recevait des affluents dont l'alimentation n'était pas liée à la fonte des neiges. Ce mélange en fait des influences et des zones climatiques donnait une relative régularité au cours d'eau du Rhin, même s'il y avait quand même une période de pic au printemps liée à cette fonte des neiges. Alors tout ça, ça va changer. Ça va changer dans le sens où on va avoir moins de stockage et donc on risque d'avoir des périodes de hautes eaux qui vont se décaler vers l'hiver. En se décalant vers l'hiver, en fait, elles seront potentiellement plus concentrées dans le temps. Et qui dit un apport de plus concentré dans le temps, ça peut dire également des risques de crues qui sont plus importants. Alors, on pourrait avoir donc des écoulements dans le Rhin qui seraient avec des crues plus importantes en hiver. Et puis, la conséquence également de la diminution des ressources en neige, enfin de la neige et de sa fonte, ça va être également que, eh bien, vers la fin de l'été, en fait, on pourrait avoir des écoulements qui seraient beaucoup plus bas que ce qu'on a actuellement, parce qu'il ne serait pas soutenu. Il ne serait que soutenu par des pluies et des nappes souterraines et plus soutenu par cette fonte des neiges importante. Donc ça nous donnerait un régime du Rhin qui serait beaucoup plus variable, beaucoup moins bien réparti dans le temps. Ça a une conséquence importante pour la navigation. Alors je vous parle de navigation parce que en fait le Rhin c'est une autoroute liquide. Le Rhin, depuis le port de Rotterdam et jusqu'à Bâle, il est navigable. Et donc, c'est par péniche que l'on distribue un très grand nombre de marchandises, surtout ces marchandises les plus lourdes. Par exemple, on a des flottes de pétroliers sur le Rhin qui remontent du pétrole. Alors, c'est pas des pétroliers de haute mer, bien sûr, ce sont des pétroliers spécifiques qui sont adaptés au Rhin. Et alors, ces pétroliers, ils peuvent remonter le Rhin avec une pleine charge uniquement si le niveau de l'eau dans le Rhin est suffisamment élevé. Et si on devait avoir des périodes de sécheresse avec de faibles débits dans le Rhin, eh bien ça signifierait qu'on aurait des périodes dans l'année où les pétroliers ne pourraient pas remonter à pleine charge, donc il faudrait qu'ils soient moins chargés, ou éventuellement même où il faudrait arrêter complètement la navigation sur le Rhin. Et arrêter complètement la navigation sur le Rhin, ça aurait un économique important, d'une part, et puis également un coût écologique, parce que il faut pas croire que si la navigation s'arrête, on va arrêter tous les échanges de marchandises. On va chercher à remplacer les échanges de marchandises via d'autres moyens de transport. Donc les moyens de transport, ça risque bien d'être des camions. Ça peut être des trains de marchandises, mais beaucoup de camions aussi. Et ça, par contre, c'est pas bon pour l'environnement. Même si la navigation, elle se fait pas à la voile ou à la rame, ça se fait avec des gros moteurs diesel aussi. Eh bien, c'est quand même un moyen qui est beaucoup plus écologique en termes d'empreinte carbone que les camions, et même plus écologique que le train.
Voilà. Donc, ça serait une des conséquences de ce changement de régime du Rhin que d'avoir une utilisation du Rhin pour la navigation comme autoroute liquide plus difficile et plus hachée. Vous aviez parlé aussi dans la rencontre qu'en fait, si par contre, il y a le débit d'eau qui est beaucoup plus important en fait dans l'hiver, si la température se réchauffe et donc la fonte des glaces se fait plus tôt avant le printemps, qu'en fait, on pourrait du coup, par contre, essayer de s'adapter en créant du courant et donc à créer de l'électricité, je me souviens, et ça m'a marqué. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Rhin, en fait, dans sa partie supérieure, notamment en Suisse, il est déjà bien équipé en centrales hydroélectriques. Alors, les centrales hydroélectriques, elles exploitent le courant de l'eau pour produire de l'électricité de façon, et c'est une production tout à fait renouvelable, qui a pas mal d'avantages du point de vue écologique, qui a aussi un des avantages, effectivement, elle interrompt la connexion entre les milieux amont et les milieux aval. Donc, ça pose des problèmes dans certains pays, là où on a notamment des espèces qui ne peuvent plus remonter le courant. Alors, bon, quand c'est loin en haut des montagnes, en fait, les désavantages sont minimes et les avantages peuvent être très, très importants. Donc, oui, la production d'hydroélectricité, elle est importante sur le Rhin. Est-ce que ça va être affecté par le changement climatique? Ça, je ne pense pas qu'on soit encore très capable de le dire. Maintenant qu'on essaie de limiter le plus possible l'utilisation de charbon, de gaz, de fuel, de mazout pour se chauffer, avoir des écoulements importants et donc une production d'énergie électrique importante en hiver, ça représente un avantage, oui. Cela étant, jusqu'ici, en fait, on a quand même pas mal équipé le bassin du Rhin et puis les bassins des autres rivières alpines avec des barrages réservoirs. Et en fait, ces barrages réservoirs, ils permettent également de s'adapter et de stocker de l'eau lorsqu'elle est très abondante pendant les périodes de fort écoulement pour ensuite la turbiner au moment où la demande, disons, d'électricité est la plus importante. Il faut savoir que c'est très pratique les centrales hydroélectriques, surtout en comparaison avec des centrales nucléaires. Les centrales nucléaires, elles sont capables de produire sans doute beaucoup d'électricité, mais on ne peut pas les arrêter et les redémarrer d'un claquement de doigts. Il faut qu'elles produisent un régime quand même très très régulier, alors que une centrale hydroélectrique, on peut la démarrer en quelques minutes et ça permet de passer tous les pics de consommation d'énergie. C'est le moment en fait où le prix de l'électricité sur le marché devient le plus élevé parce que tout le monde, le matin et le soir, en semaine, tout le monde se lève, allume la lumière en même temps, veut consommer de l'énergie, de l'électricité en même temps, et c'est à ce moment-là que c'est très difficile de s'adapter autrement que par des centrales hydroélectriques. Donc c'est très très pratique. Merci pour vos réponses. Il est à présent temps de nous quitter. Un grand merci à Jean-Nicolas Bézel, Vasquen Andréassian, Andrea Kamen et à vous aussi auditeurs. Merci également à toute l'équipe de RCF. On se donne rendez-vous lundi 1er mai pour votre prochaine émission Polychrome avec les Jeunes Européens Strasbourg. À bientôt.